Bonjour, on se retrouve ici pour la correction de la feuille d'exercice sur le résistor et la loi d'Ohm. Exercice 1, c'est un exercice où on va faire des conversions. Alors c'est quelque chose qui peut poser problème, les conversions, et qui pose d'ailleurs problème jusqu'aux classes de terminale. Et donc je pense que c'est important que l'on s'entraîne à nouveau à faire ce genre d'exercice-là. Donc dans cet exercice-là, je vais rappeler un petit peu comment ça marche. Et puis on va découvrir une nouvelle unité représentée par cette lettre-là, la lettre oméga, qui se dit en physique, chimie, ohm. Donc on a une série de valeurs de résistance ici, il va falloir maintenant faire les conversions. 1 kOhm, 1 kOhm, donc le chiffre des unités il n'y en a qu'un, c'est le 1, et donc je vais le placer dans la colonne des kiloohms. Je veux obtenir le résultat en ohm, donc je vais rajouter des zéros jusqu'à la colonne des ohms. Ici, le chiffre des unités passe ici, je mets la virgule donc juste derrière et je lis le chiffre 1000. Vous voyez que dans le tableau, il y a des colonnes dans lesquelles il n'y a pas marqué d'unité. Par exemple ici et là. On pourrait marquer ce que c'est. Ici ce serait le déca-ohm, ici serait l'hecto-ohm, le kilo-ohm, etc. Mais en fait ces unités-là sont jamais utilisées, c'est pour ça que je ne les avais pas marquées dans le tableau. On continue avec ici un m oméga, donc ça c'est pas 1 milliohm, parce que le milliohm c'est en minuscule, le milli, le m de milli, et c'est une unité qui est toute petite. Quand le m est grand, comme ça, c'est une unité qui est très grande, qui veut dire million, donc on la retrouve ici, et donc le 1, on le met dans cette colonne-là. Maintenant je vais rajouter des zéros jusqu'à l'unité dans laquelle je veux exprimer cette résistance, donc ici je veux l'exprimer en kiloohm. Le kiloohm c'est ici, et donc je rajoute des zéros jusqu'ici. Je lis le chiffre 1000. Maintenant je veux toujours exprimer 1 mégaohm, mais en ohm. Donc je vais aller jusqu'à la colonne des ohms, avec des zéros toujours, et on voit effectivement que 1 mégaohm ça vaut 1 million de ohms. Vous connaissez peut-être les mégaoctets qui permettent de déterminer la taille d'un fichier par exemple. Ici 43 kiloohms, donc je cherche le chiffre des unités, le chiffre des unités c'est le 3 dans 43, donc c'est le 3 qui va aller dans la colonne des kiloohms. 3 ici, 4 là, et là je veux d'abord l'avoir en ohms, donc je vais aller rajouter des zéros jusqu'à la colonne des ohms. Je vois marqué 43 000, donc 43 kiloohms c'est 43 000 ohms. Maintenant combien ça vaut en mégaohms, donc je vais me déplacer maintenant avec des zéros jusqu'à la colonne des mégaohms. Le chiffre des unités se retrouve dans la colonne des mégaohms. Je mets la virgule, juste après le chiffre des unités, et je lis 0,043. Bien sûr, les zéros derrière sont inutiles. Enfin, 3 ohms, donc je place le chiffre des unités, il n'y en a qu'un seul des chiffres, donc c'est forcément lui, dans la colonne des ohms, et je vais rajouter des zéros jusqu'au kiloohm. Le chiffre des unités passe dans la colonne des kiloohms, et la virgule donc se trouve derrière. Ça fait donc 0,003 kiloohms. Exercice 2, prévoir l'effet d'un résistor. Question numéro 1, rappeler l'effet d'un résistor dans un circuit. C'est quelque chose que nous avons déjà vu dans une activité expérimentale où on devait protéger une DEL pour éviter qu'elle ne grille. Donc on devait réduire le courant et on a vu qu'on devait utiliser un résistor. Donc un résistor dans un circuit, ça va diminuer le courant, et on avait même précisé que ceci n'était vrai que si on le branchait en série. Brancher le résistor en série, ça ne veut pas dire que l'on ne peut le brancher que dans les circuits en série. Ça veut seulement dire que lorsqu'on rajoute le résistor dans le circuit, eh bien, cela ne rajoute pas de branche au circuit. Question numéro 2, il va falloir classer les circuits suivants, donc les circuits A, B, C, D, de celui où l'intensité est la plus grande à celui où elle est la moins grande. On regarde les différents circuits et on constate déjà que la plupart de ces circuits-là contiennent un résistor, mais pas tous. Le circuit B ne contient pas de résistor. Comme il ne contient pas de résistor, c'est lui pour lequel il va y avoir le moins de résistance. Le courant va pouvoir circuler le plus facilement, et donc c'est là que le courant va être le plus important. Donc le plus important, c'est pour le circuit B. Maintenant, sur les autres circuits où il y a dans chacun d'eux un résistor, on va prendre le résistor qui résiste le moins. C'est là où il y aura le plus de courant. Donc celui qui résiste le moins, c'est le D, avec 10 ohms. Ensuite vient le A,
avec 100 ohms, et enfin le C avec 1000 ohms. Ici, il ne faut pas répondre. On continue. On passe maintenant à la correction de l'exercice 3 sur le code des couleurs, et on nous parle de deux résistors, le résistor R1, où on voit dans l'ordre 3 bandes de couleurs, une marron, une noire et une marron. Donc on utilise le code des couleurs pour savoir quelle est la valeur de ce résistor-là, et on trouve que marron c'est associé au chiffre 1, noir au chiffre 0, et marron de nouveau donc au chiffre 1. On peut en déduire que la valeur de la résistance est égale à 100. Le 1 a bien été recopié, le 0 a bien été recopié, et on a rajouté un 0 à la fin. Passons maintenant au résistor R2, on avait jaune, violet et rouge, donc jaune ça vaut 4, violet 7 et rouge 2, on trouve 4700, avec 2 zéros à la fin. Petit 2, on associe chacun de ces résistors en série avec une pile et une lampe. Dans quel circuit l'éclat de la lampe sera le plus faible? Donc un éclat de lampe faible, ça veut dire un courant faible. Un courant faible, ça veut dire que la résistance a beaucoup résisté. Ça veut dire que la résistance est grande et donc on a utilisé la résistance de 4700 ohms. Exercice 4, qui est un exercice pour lequel il faut avoir beaucoup de compétences, des compétences différentes. Il va falloir tracer la caractéristique d'un résistor. Nous avons déjà étudié en cours, lors de l'activité expérimentale la fusée électronique, première partie, les caractéristiques de la résistance. Dans cette activité-là, il fallait donc proposer un circuit dans lequel on avait branché un résistor et pour lequel on mesurait à la fois la tension du résistor et son intensité. Et c'est ça qu'on nous demande dans cet exercice-là. Donc dans la question petit 1, faire le schéma du circuit électrique utilisé par Anaël pour faire ces mesures. Les mesures vous les avez faites en classe et il fallait donc redonner le circuit qu'on avait vu en classe. Je vous rappelle donc que il était constitué d'un générateur réglable. La flèche ici, ça veut dire que l'on peut modifier la tension fournie par le générateur, que on avait branché sur ce générateur-là donc un résistor, et on avait fait deux mesures en même temps. On avait mesuré l'intensité grâce à l'ampèremètre et la tension grâce au voltmètre. Ensuite, il va falloir utiliser les valeurs qui ont été mesurées. Donc on va devoir tracer sur le papier millimétré qui fournit sur l'énoncé le graphique qui représente la tension en ordonnée en fonction de l'intensité en abscisse. Alors là, quelques petits rappels de mathématiques. Alors, déjà dans l'énoncé, vous allez trouver deux mots de vocabulaire qui sont utilisés en mathématiques, en ordonnée et en abscisse. Il faut savoir que ordonnée et abscisse, ce sont les noms des deux axes qui figurent sur un graphique. Un axe qui est dirigé vers le haut et un axe qui est plutôt en bas. Ces deux axes portent les noms d'ordonnée et d'abscisse, mais faut-il encore savoir lequel est lequel? Pour se souvenir où se trouve l'ordonnée et l'abscisse, il y a plusieurs moyens mémotechniques. Le premier, le plus simple, c'est de dire que cette flèche-là va en haut, et donc que c'est l'axe des ordonnées, puisque ordonnée commence par la lettre O. L'axe ici, qui est plutôt en bas, ce sera l'axe des abscisses. C'est le mot qui ressemble le plus au mot bas. C'est le premier moyen mémotechnique, peut être le plus connu, mais pas celui que je préfère. Un autre moyen consiste à écrire, en s'appliquant, la première lettre du mot. Ordonnée, ça commence par un O. Lorsque je forme correctement la lettre O, je vois que j'ai mon stylo qui remonte. Par contre, lorsque j'écris la lettre A, eh bien, normalement, le trait est en bas. Donc ici, ce sera l'axe des ordonnées. Et en bas, l'axe des abscisses. Si je regarde dans l'énoncé, qu'est-ce qui est associé à l'axe des ordonnées? C'est la tension. Donc ici, j'aurai la tension. En bas, sur l'axe des abscisses, j'aurai l'intensité. Dernière remarque avant de passer vraiment au tracé. Dernière remarque avant de vraiment passer au tracé du graphique, eh bien, concerne le choix du titre, puisque chaque graphique devra porter un titre. Ce titre-là, je vous demanderai pas de l'inventer vous-même, je vous demanderai d'être capable simplement de le trouver dans la question, puisque lorsque je vous demande de tracer un graphique, il faut que dans la question, moi, je vous donne le nom du graphique. Le nom, on le trouve ici. Donc ce graphique-là, il va représenter la tension en fonction de l'intensité. C'est comme ceci qu'on va nommer le graphique. Maintenant que l'on sait tout ça, on va prendre son crayon à papier et on va commencer à tracer le graphique. Première chose que l'on peut faire, c'est tracer les axes. Alors les axes, on peut les placer tout au bord, ici, et celui-là aussi, puisqu'on n'a pas de chiffre négatif. Donc on trace ces axes-là au crayon à papier et à la règle, et il va falloir les graduer. Alors pour les graduer, il suffisait de lire l'énoncé, et on lisait sur l'énoncé qu'il y avait
une échelle qui était proposée, plutôt deux échelles différentes. Sur l'axe des abscisses, on pouvait lire que 1 cm était associé à 0,05 ampères. Plusieurs remarques par rapport à ça. D'une part, je vous ai montré comment on savait que l'axe des abscisses était donc l'axe situé en bas. D'autre part, deuxième remarque, il faut ici que vous mettiez une flèche. Je veux pas de signe égal parce que 1 cm, ce n'est pas des ampères. Donc il ne peut pas y avoir égalité entre des centimètres et des ampères. Ça ne mesure pas la même chose. Il y en a un qui mesure une longueur et l'autre qui mesure une intensité de courant. Donc on n'a pas le droit mathématiquement de mettre un signe égal. Dernière remarque, sur le papier millimétré, vous avez normalement les carreaux qui font à peu près 1 cm. Alors c'est pas exactement le cas peut-être sur vos feuilles, puisque c'est quelque chose qui a été imprimé puis ensuite qui a été photocopié, donc il y a eu des déformations, mais on va considérer ici que il n'y a pas eu trop de déformations et que les carreaux font 1 cm. Donc en fait tous les centimètres, tous les traits qui sont épais ici, on va rajouter 0,05. Donc ça fait 0,05, 0,10, 0,15, etc. jusqu'à la valeur la plus grande, hein, pas la peine de graduer jusqu'au bout de la feuille, puisqu'on voit ici dans le tableau de valeurs que la valeur la plus grande d'intensité, c'est 0,75. Deuxième chose, je vais graduer l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, je peux lire sur l'énoncé que 1 cm est associé à, je veux pas de signe égal non plus, 1 volt. Donc là, les graduations sont beaucoup plus simples. À chaque fois qu'il y a un trait épais, je rajoute 1. Dernière chose que j'avais lue sur l'énoncé, c'est le titre, que j'avais d'ailleurs surligné, la tension en fonction de l'intensité. Avant de commencer à tracer le graphique, j'ai pas fini, hein. Les axes sont tracés, j'ai un titre, j'ai marqué les échelles, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est obligatoire de marquer, de rappeler sur le graphique les échelles. Il faut que j'indique sur chacun des axes ce que ça représente. Deux choses à marquer, le nom de la grandeur et l'unité utilisée. Ici, je mesure la tension et je la mesure en volts. Donc entre parenthèses, je dis que je suis en volts. En bas, sur l'axe des abscisses, je mesure l'intensité et je la mesure en ampères. Maintenant, eh bien, il va falloir placer chacun des points. Donc le point 0, 0 ici, c'est aussi appelé l'origine, il se situe ici, et je fais donc une croix qui suit les lignes du quadrillage, pour être plus précis. Deuxième point, 0, 125 et 2. Donc 0, 125, c'est entre 0, 100 et 0, 150. C'est même exactement à la moitié. Donc exactement à la moitié, c'est ici, et je sais que c'est associé à 2 volts, donc je remonte ici, en suivant la ligne, alors ça vous faites ça à la règle vous, et ici donc j'ai le point numéro 2. On fait 0,249, 0,249 c'est quasiment 0,25, hein, on n'a pas la précision sur le graphique pour faire la différence, donc 0,25 et je remonte jusqu'à 4, donc ici j'ai le point d'intersection avec la valeur 4. Vous pouvez faire, comme là je fais pour l'instant, les pointillés pour vous montrer vraiment comment je procède, mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous passer des pointillés, c'est d'ailleurs ce que je vais faire ensuite. 0,375, donc 0,375, c'est exactement au milieu de 350 et de 400, donc je remonte le long de ce petit trait là, et je vais jusqu'à 6 volts. Celui-là, on l'a fait, celui-là, on l'a fait. 0,499, c'est quasiment 0,5 et je remonte jusqu'à la valeur 8 volts, puisque ici il y a marqué 8 volts. 0,628, c'est très proche de 0,625, donc 0,625 c'est entre 0,600 et 0,650, et c'est associé à la tension 10, donc je remonte le long du trait jusqu'à la valeur 10, c'est situé ici, donc je marque une croix. Enfin, 12 volts associé à 0,750. 0,750 c'est ici. Et je remonte le long du trait jusqu'à 12 volts. Et ici, normalement, je suis à 12 volts. Ici, on a placé tous les points et on doit se poser la question suivante. Est-ce que les points sont alignés ou est-ce que les points ne sont pas alignés? A priori, rien qu'en regardant, on se rend compte ici que les points sont à peu près alignés. À ce moment-là, lorsque les points sont à peu près alignés, même pas parfaitement, j'ai simplement dit à peu près, eh bien on va prendre sa règle et passer au plus près des points. Vous n'êtes pas obligé de passer exactement sur le point, puisque ce sont des points qui sont expérimentaux, et donc ils sont entachés
forcément d'une petite erreur. Donc on constate que les points sont alignés, donc on trace à la règle. Si jamais par contre les points ne sont pas alignés, alors il est interdit d'utiliser sa règle, vous devez tracer à main levée. Voilà ce qu'on obtient lorsque on a un tracé qui est précis. Vous reconnaissez plus ou moins ce que je vous ai déjà montré. Maintenant, il va falloir utiliser ce graphique-là. Question petit b, donc, les points sont-ils alignés? Si oui, tracez un seul grand trait à la règle proche d'un maximum de points, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Eh bien, oui, on a constaté effectivement que les points étaient alignés, et on a tracé le trait. La courbe passe-t-elle par l'origine? L'origine, c'est le point 0, 0. Que peut-on en déduire? On a vu que la courbe passait par le point 0, 0, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire, en fait, une situation de proportionnalité. Dès que vous verrez un graphique qui est une ligne droite passant par l'origine, alors il faudra dire qu'on est dans une situation de proportionnalité. Je vous rappelle que la proportionnalité, ça veut dire que si on double l'une des grandeurs, alors l'autre grandeur double aussi. On peut même le voir sur le graphique. Par exemple, je passe de la tension 2 volts à la tension 4 volts. J'ai donc doublé le nombre de volts. Je vois que l'intensité aussi a doublé. Elle est passée d'à peu près 0,125 ampères à peu près 0,250 ampères. Donc l'intensité a elle aussi été multipliée par 2. Surtout dans ce genre de questions-là, je ne veux pas voir c'est proportionnel. Il faut à chaque fois préciser ce qui est proportionnel par rapport à quoi. Petit d, déterminer graphiquement la valeur de l'intensité dans le résistor pour une tension à ses bornes de 3 volts puis de 9 volts. Ça veut dire en fait que ce genre de graphique-là, c'est pas inutile, ça permet de relier à chaque fois la tension et l'intensité l'un à l'autre. Par exemple, on peut prévoir ce qui se passe si j'alimente en 3 volts. C'est pas une expérience que Anaël a faite, c'est une expérience dont on peut prévoir les résultats grâce au graphique. Donc je me place à 3 volts, ici je suis à 3 volts, et donc vous voyez que les pointillés sont déjà faits, hein. Je me déplace jusqu'à la droite, je repère le point d'intersection, et je redescends ici pour lire l'intensité. Elle n'est pas forcément évidente à lire, mais en regardant bien, on trouve 0,185 ampères. On peut se tromper sur ce genre de lecture d'à peu près 5 milliampères. De la même façon, on peut faire le raisonnement pour 9 volts. 9 volts, je me place sur les 9 volts. Je me déplace le long du graphique jusqu'à la droite. Je repère le point d'intersection et je redescends pour lire l'intensité qui correspond. Ici, je vois que par rapport à 0,550, je me suis déplacé de 1, 2, 3 petits carreaux. Donc je suis passé à 0,565 ampères. Donc je peux prévoir qu'en alimentant mon résistor avec 9 volts, j'aurai une intensité proche de celle-là. Lorsque vous avez ce genre de travail-là à faire pour le devoir, il faut que vous montriez le travail que vous avez fait sur le graphique, travail de lecture, et donc les pointillés là doivent absolument apparaître. Exercice 5, on va apprendre à utiliser la loi d'Ohm. En cours, nous l'avons retenu sous la forme U égale à R fois I. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la tension fournie par le générateur est proportionnelle à l'intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une tension de 2 volts, je vais faire circuler 2 fois moins d'intensité que si je prends une tension de 4 volts. Dès que je vais doubler le nombre de volts, je vais aussi doubler le nombre d'ampères. Lorsque l'on utilise cette loi, ça veut dire que l'on va deviner l'une des valeurs. Alors, plus précisément, prenons le premier exemple. Dans le premier exemple, on voit que l'on connaît la valeur de la résistance, on connaît la tension, mais par contre, on ne connaît pas l'intensité. Et c'est ça la loi d'Ohm. Ça permet de relier les trois. Si j'en connais deux, je vais pouvoir deviner la valeur du troisième. Maintenant, regardons un petit peu les questions. Le nom de la loi que l'on a à utiliser, on n'a vu qu'une seule loi dans ce chapitre-là, donc il n'y a pas le choix, c'est la loi d'Ohm. Deuxième question, la relation mathématique à utiliser. Alors ça, certains sont bloqués par cette question-là, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une relation mathématique. Une relation mathématique, c'est quelque chose égale autre chose. Nous, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à connaître l'intensité. Donc on cherche une relation mathématique de la forme I égale. Et à côté, ici, j'aurai le calcul qui me permet de connaître l'intensité. Pour connaître le calcul ici, il faut que j'utilise
la loi d'Ohm. Utilisée comme ceci, enfin formulée comme ceci, elle n'est pas évidente pour vous à utiliser. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser d'autres moyens. Par exemple, on peut utiliser le triangle. Dans ce triangle-là, on l'a séparé en 3 parties, et dans chacune des parties, on marque une des grandeurs. Attention, le U est forcément en haut. Dans les deux autres, on peut inverser les lettres. Maintenant, pour utiliser ce triangle-là, une fois qu'on l'a complété, il faut que l'on entoure ce que l'on cherche. Si je cherche I, à l'aide du triangle, je peux voir que c'est égal à U sur, vous voyez que U est au-dessus de, donc U sur R. Ce qui mathématiquement est écrit U sur R par un trait de fraction. Donc je sais que I, si je veux calculer I, je dois faire U divisé par R. Vous pouviez aussi le trouver grâce au tableau de proportionnalité que l'on a fait et que l'on a interprété dans l'activité la fusée électronique. Dans cette activité-là, on avait tracé un tableau de proportionnalité et on pouvait passer d'une ligne de ce tableau-là à l'autre, soit en multipliant par R, la résistance, soit en divisant par R. Regardons ce qui se passe. Je cherche à connaître l'intensité. Comment est calculée l'intensité? Eh bien, l'intensité, je la retrouve si je prends une valeur de U et que je la divise par R. Donc on retrouve la même relation. Maintenant, on va devoir poser le calcul et trouver le résultat. U, la tension, est mesurée par le voltmètre. Donc U est égal à 12 volts. Donc ça fait 12 divisé par R. R, ça fait 48 ohms. Et on va trouver une intensité en ampères. 12 divisé par 48, si on s'y connaît un petit peu en mathématiques, c'est une fraction que l'on peut simplifier, puisque 48 c'est 4 fois 12. Donc là c'est comme si j'avais 1 divisé par 4. Et 1 divisé par 4, je sais que ça fait 0,25. Vous pouviez bien sûr vous utiliser la calculette si vous ne saviez pas faire de tête. Circuit numéro 2 maintenant, on va toujours utiliser la loi d'Ohm. Pour connaître la relation mathématique à utiliser, il faut que je regarde que je cherche. Ici, je cherche la tension. Donc je cherche une relation de la forme U égale. D'ailleurs, ici, ça doit être un... je refais mon triangle. U, R, I. Je cherche U et je vois que les deux termes sont sur la même ligne. Donc là, il faut savoir que lorsque les deux termes sont sur la même ligne, j'utilise pas le symbole divisé, j'utilise le symbole multiplié. Donc j'en déduis que U, c'est R fois I. Ou I fois R, c'est pareil. J'utilise maintenant les valeurs qui sont données dans l'énoncé. R, c'est 150. I, c'est 0,02. Donc ça fait 150 fois 2, 300, divisé par 100, ça fait 3. La tension est de 3 volts. Dernier exemple, je refais mon triangle, U, R, I. Je dis que je vais utiliser la loi d'Ohm, et je marque la relation que je dois utiliser. Je veux connaître R, donc en fait c'est R que je vais chercher, ici je corrige. J'entoure R, je vois que U est au-dessus de I, donc R c'est égal à U au-dessus de I, c'est-à-dire U divisé par I. Je remplace par les valeurs de l'énoncé, je sais que U ça vaut 6, que I ça vaut 0,04, et donc là par exemple je peux le faire à la calculette, sinon je peux dire que c'est 6 divisé par 4 fois 100, donc 6 divisé par 4 ça fait 1,5, 1,5 fois 100 ça fait 150, donc 150 ohms, encore une fois vous pouviez utiliser la calculette. Les exercices sont maintenant terminés.